Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre ces débats. Un plateau annoncé depuis 3 jours maintenant qui concerne l'exercice du droit, l'application du droit en République démocratique du Congo. La justice congolaise est-elle aujourd'hui confrontée à de multiples contradictions? Est-ce qu'il y a l'application du droit dans notre pays? Un débat s'annonce depuis quelques jours, alors que la Cour constitutionnelle avait déjà rendu un arrêt sur l'affaire Boukangalonzo, disant effectivement que l'ancien Premier ministre n'était pas poursuivable par l'actuelle structure. Autrement dit, le texte aujourd'hui n'autorise pas les poursuites de Matata Ponyo en tant qu'ancien Premier ministre parce que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente en la matière. Il y a quelques jours, la même Cour, plutôt la Cour présidée désormais par le nouveau président, Kamuleta, a rendu un autre arrêt disant effectivement que ces poursuites sont possibles. Alors, un groupe de professeurs de droit à l'université de Lubumbashi ont émis des doutes, ou plutôt émis un avis contraire, disant effectivement que cet arrêt plonge en quelque sorte dans la contradiction de notre droit. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la Cour constitutionnelle s'est dédiée de ce qu'elle a pu elle-même, c'est-à-dire la même structure, déclarer il y a quelque temps? Alors nous avons voulu en savoir un peu plus avec toujours les praticiens du droit, notamment des avocats, mais aussi des juristes qui essayent d'expliquer effectivement les contradictions qui tournent autour de cet arrêt qui aujourd'hui suscite beaucoup de débats en République démocratique du Congo. Pour en savoir un peu plus, nous avons invité Émile Hassani, qui est avocat et secrétaire national de LGD, qui est donc leadership, gouvernance pour le développement. Il y a Manix Ienda, qui est le secrétaire national en charge de la communication, mais il lui-même se déclare député de la rue. Bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Marie. Et il est aussi professionnel du droit, c'est-à-dire pratiquant et ayant une maîtrise en cette matière. Et enfin, Aristote Mouyamba, qui est avocat. Effectivement, aujourd'hui, on va parler beaucoup de la justice, du droit principalement. J'ai reçu énormément de questions, j'en garde ici, et que je pourrais poser à mes invités. Mais vous avez la possibilité également d'intervenir parce que nous sommes en direct depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Avant toute chose, j'aimerais que nous puissions écouter, ou plutôt suivre cet élément concernant cette exception, pour ne pas dire ces débats initiés par les professeurs de droit au niveau de l'université de Lubumbashi. Et juste après, on va commencer le débat parce qu'aujourd'hui, c'est moi qui joue le rôle effectivement de poseur des questions à ces professionnels de droit. Articulé autour du thème « L'arrêt du 18 novembre 2022 de la Cour constitutionnelle, jeu et enjeu ». Cette conférence a été animée par 2 professeurs et un doctorant. L'enseignement du droit devant une équation complexe. Dans son intervention, le professeur Gabriel Banzamalela, enseignant de droit constitutionnel à l'université de Lubumbashi, a abordé le sujet sous l'angle « La position d'un universitaire face aux 2 arrêts de la Cour constitutionnelle ». Pour cet expert, des questions géopolitiques et géostratégiques dans les crises congolaises, l'enseignement du droit est devant une équation complexe après l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 novembre 2022. Compétent pour connaître de l'affaire Matata Ponyo. Une chose est son contraire de la bouche de celui qui doit prêcher la pratique absolue, je dis bien absolue, du droit dans les milieux judiciaires. Pour le professeur Kazadim Piana, aussi spécialiste des questions des accords politiques du droit communautaire africain, il n'y a aucun doute que la Cour constitutionnelle n'ait pas dit le droit dans son arrêt du 18 novembre 2022. Il tient pour preuve le fait pour la Haute Cour de se dédire dans les 2 arrêts. À l'en croire, dans son 2e arrêt du 18 novembre, il n'était pas encore question pour la Cour de se prononcer sur sa compétence ou pas. La Cour a statué ultra petita. Ce revirement jurisprudentiel n'est pas justifiable, insiste le prof Mpiana. La Cour constitutionnelle est au service de la Constitution
et elle doit agir en fonction de ce que prévoit la Constitution et les lois du pays. Mais malheureusement, la motivation dans l'arrêt du 18 novembre 2022 est jonchée de beaucoup d'incohérences. Boukangalonzo, une affaire close, de la forme avant le fond dans l'affaire Boukangalonzo a été le dernier sous-thème développé par le chef des travaux Élisée Nzav, doctorant à la faculté de droit à l'université de Lubumbashi. Pour ces chercheurs, à partir du moment que le premier juge s'est déjà prononcé sous l'arrêt d'incompétence, il n'y avait plus matière à débat, étant attendu que les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et irrévocables. En droit, on ne peut aborder le fond tant que la forme est biaisée. Il est des procès de s'arrêter au niveau de la forme. Quand les juges se prononcent par rapport à son incompétence, il met fin au litige. On appelle ça la chose jugée. L'affaire Boukangalonzo est déjà close, insiste Élisée Nzav. Les exposés ont donné lieu au débat houleux entre orateurs et participants à cette conférence de haute portée scientifique. Alors, le débat maintenant avec vous, parce que je joue le rôle d'observateur averti dans cette affaire. Je pose une question beaucoup plus directe, que celui qui veut prendre la parole après. En quoi une Cour constitutionnelle ne peut pas prendre deux fois la même décision, plutôt se prononcer deux fois sur la même affaire, ou rendre deux arrêts sur la même affaire? Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Il faut dire que nous avions suivi, comme tout le monde, comme tous les Congolais, comme toute l'opinion, tant nationale qu'internationale, les prononcés de cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui a eu lieu en date du 18 novembre 2022. Il faut dire qu'après avoir suivi ces prononcés, nous avons assisté à des débats dans le monde aussi bien politique, judiciaire que dans les milieux académiques. Et nous, en tant que membres du LGD, les partis politiques chers à l'honorable sénateur Matata Ponyo, nous nous sommes réunis autour de la question, on a analysé et on s'est dit qu'il était temps de donner notre point de vue, notre regard par rapport à cette décision. Tenez, M. Jean-Marie Kassamba, vous avez posé la question en quoi la Cour pécherait de rendre une décision, deux décisions dans la même affaire. Il faut dire que juridiquement, ce n'est pas concevable. Pourquoi? Ce n'est pas concevable, M. Jean-Marie Kassamba, parce que nous avons les principes qu'on appelle non bis in idem. En fait, c'est une expression latine qui voudrait dire tout simplement on ne peut pas, une juridiction ne peut pas connaître une affaire deux fois. Et dans les cas sous examen, il faut faire la part des choses. Lorsque la Cour constitutionnelle, à l'époque, siégeant en tant que juge, siégeant en matière pénale, avait connu l'affaire du sénateur Matata Ponyo. Devant la défense de l'honorable Matata Ponyo, les différentes exceptions soulevées par les collectifs de ses avocats, dont notamment celles liées à l'incompétence de la Cour constitutionnelle, en ce sens que la Cour constitutionnelle, au regard de la Constitution, lorsque vous lisez l'article 163 de la Constitution dit que la Cour constitutionnelle est juge pénal du chef de l'État et du Premier ministre. En exercice ou ancien? Il s'agit d'un exercice et nous avons tous les moyens de vous le démontrer. C'est vrai, c'est là où l'opinion semble être divisée. Pour certains, ils pensent que la Constitution n'a pas fait la part des choses. Selon qu'il s'agit d'un Premier ministre en fonction, président de la République et Premier ministre en fonction, ou ancien président et ancien Premier ministre. Et là, nous disons la Constitution est claire sur cette question. Tenez, M. Jean-Marie Kassamba, l'article 63, comme j'étais tantôt disant, prévoit que la Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre. Si la Constitution, si les constituants voulaient faire la part des choses, voulaient prolonger la compétence en matière pénale de la Cour constitutionnelle
étendre cette compétence aux anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, la Constitution allait dire, à son article 163, que la Cour constitutionnelle est compétente de connaître les poursuites pénales contre les présidents de la République et les premiers ministres en fonction, ainsi que les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Mais c'est que la Constitution, je vais juste n'a pas dit. Marquer une pause. Parmi les questions que j'ai reçues, il y a à peu près 3 ou 4 qui parlent de la cristallisation de l'infraction. Autrement dit, si un ancien ou un président, un premier ministre, commet une faute, aussi longtemps que cette faute n'est pas jugée, on va juger quand même si il cesse d'être premier ministre ou président de la République. La notion de cristallisation s'applique dans les cas de l'article 163, oui ou non? Mais c'est Jean-Marie Kassamba, lorsque vous lisez les préambules de notre Constitution, on dit que nous, le peuple congolais, nous avons décidé de bâtir un État de droit au cœur de l'Afrique. Et dans un État de droit, c'est un État où tout le monde est au-dessus et au-dessous de la loi. La Constitution est au-dessus. Puissant soit-il, oui. Président de la République, Premier ministre, député, sénateur, Cour constitutionnelle, les membres de la Cour constitutionnelle, membres de l'UDPS, membres de l'AFDC, bref, tout le monde est en dessous de la Constitution. Ceci veut dire, à chaque fois, lorsque quelqu'un est interpellé en justice, le juge doit puiser la matière, son raisonnement dans la loi. La loi ici, au sens large, il s'agit de la Constitution ainsi que d'autres lois. Et ici, il faut faire la part des choses selon qu'il s'agit de la procédure. Parce que lorsque vous lisez l'article 17 de la Constitution, à son 2e alinéa, on vous dit, si vous le permettez, parce qu'aujourd'hui, mais vous répondez toujours pas à ma question. Hein? Je réponds à votre question. C'est la cristallisation. Effectivement, j'en viens à votre question. Alors, lorsque vous lisez la Constitution à son article 17, on vous dit que, d'ailleurs, c'est un principe de droit qui dit « nullum crimen nulla iudicum sine lege ». Ça veut dire on ne peut pas avoir des infractions, on ne peut pas avoir des procédures, on ne peut pas avoir de la sanction, la peine, qui ne soit prévue par la loi. Oui. Ou dans la loi. Ça, c'est certain. En répondant à votre question, M. Jean-Marie Kassamba, oui. M. Jean-Marie Kassamba, vous êtes journaliste. Admettons, vous commettez une faute disciplinaire et on vous amène devant les conseils de l'ordre des avocats. Votre réflexe, le réflexe normal tout de suite serait de récuser la compétence du conseil de l'ordre des avocats. C'est qui est évident. Parce que vous n'êtes pas avocat. Bien sûr. Et là, il est question essentiellement de la procédure. Vous comprenez, M. Jean-Marie Kassamba? Ce qui revient à dire, on ne peut pas engager des poursuites dans une procédure qui n'est pas prévue par la loi. Ça dit que vous... Parlant, oui, de la cristallisation. Parlant de la cristallisation, oui. La notion de la cristallisation des infractions en droit, on remonte au moment de la commission de l'infraction. Et c'est là où je voulais faire la part des choses selon qu'il s'agit de la procédure et selon qu'il s'agit du fond. La notion de la cristallisation ici ne peut pas intervenir parce que nous statuons sur base de la procédure. Au niveau de la procédure, ici, on ne fait pas allusion de cette cristallisation de l'infraction. On fait allusion à la cristallisation des infractions lorsqu'on va analyser les fonds. Mais avant d'en arriver au fond, il faut d'abord passer par la forme. Vous comprenez, M. Jean-Marie Donc Kassamba. le juge naturel de Matata Mponyo n'est pas la Cour constitutionnelle. Au regard de la Constitution, le juge naturel de l'ancien Premier ministre et ancien président de la République n'est pas la Cour constitutionnelle. C'est qui conformément alors? À l'article 163 de la Constitution. Qui peut le juger? Effectivement, c'est ça la pertinence de la question. Mais c'est Jean-Marie Kassamba, il faut dire que lorsque les constituants a prévu l'article 163, il faisait allusion au président de la République en fonction et
au Premier ministre en fonction. Et les législateurs, c'est-à-dire les parlements, ayant constaté que le statut pénal du président de la République n'était pas prévu dans la Constitution, il était obligé en 2012 de prendre une loi portant statut des anciens présidents de la République. Et dans cette loi, il prévoit effectivement le statut pénal d'un ancien président de la République. Mais le législateur, il faut dire, M. Jean-Marie Kassamba, avait oublié que la question du statut pénal d'un ancien Premier ministre n'était pas prévue. Si la Constitution avait prévu de façon claire que la Cour constitutionnelle serait compétente pour connaître les poursuites pénales engagées contre un ancien président de la République, les législateurs n'allaient pas prendre une loi qui régit ou qui prévoit les statuts pénals d'un ancien président Donc de la République. il y a omission de le faire. Ou négligence. Bon, là, on ne se met pas à la place du législateur. Il s'agit d'une omission, il s'agit d'une négligence. Donc jusqu'à maintenant, pour ceux qui nous suivent, un ancien Premier ministre dans notre pays, ça part d'Étienne Tshisekedi par son âme, mais il y a eu aussi d'autres qui sont en fonction. Bruno Tshibala, Sami Badibanga, Adolphe Muzito, tous ceux qui sont là, ils ne peuvent pas être poursuivis. En tout cas, par rapport aux faits infractionnels qu'ils ont commis Pendant à qu'ils étaient Premier ministre. l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, conformément à la Constitution, ils ne peuvent pas être poursuivis par la Cour constitutionnelle et moins encore par la Cour de cassation. Par quelle juridiction alors? Effectivement, c'est ce que j'étais en train de vous démontrer, M. Jean-Marie Kassamba. Le Constituant n'a pas prévu un mécanisme de poursuite contre un ancien président de la République et contre un ancien Premier ministre. Mais c'est là où effectivement nous avons assisté avec amertume à une sorte de contradiction des décisions de la Cour constitutionnelle. D'une part, s'agissant de l'affaire honorable sénateur Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle dit, non sans raison, qu'elle n'est pas compétente de connaître, parce que nous parlons des anciens ministres, en ce qui concerne précisément l'honorable Matata Ponyo, la Cour constitutionnelle n'est pas compétente de connaître les poursuites contre un ancien Premier ministre. Et là, il s'agit de l'affaire Matata Ponyo. Mais curieusement, et contre toute attente, mais je dois d'abord signaler qu'au regard de l'article M. Jean-Marie Kassamba 168 de la Constitution, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont d'application immédiate et s'imposent à tous, que vous soyez puissant, que vous soyez qui, ça s'impose. Et c'est d'application immédiate. Ce qui revient à dire, s'agissant de l'arrêt que la Cour constitutionnelle, l'arrêt d'incompétence dans l'affaire Matata Ponyo, cet arrêt, au regard de la Constitution, est déjà d'application immédiate dès son prononcé. Donc c'est une faute que l'actuelle Cour soit revenue dessus. Effectivement, effectivement. L'actuelle Cour est revenue là-dessus, mais il faut dire, l'analyse que moi j'ai faite de cet arrêt, les récents arrêts, qui donnent la compétence à la Cour constitutionnelle de connaître les poursuites contre les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, ici, on peut considérer ça comme un arrêt de principe. L'arrêt de principe, ça veut dire la Cour, comme il s'agit de la Cour constitutionnelle, ayant constaté effectivement qu'il y avait un vide juridique s'agissant de la question de poursuite contre les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, était obligé de prendre un arrêt qui devait, parce qu'on ne peut pas imaginer dans une république qu'il y ait des citoyens qui n'ont pas de juges naturels, qui ne soient pas jugeables. Et c'est dans cette perspective, je m'imagine en tout cas, que la Cour constitutionnelle a été appelée, s'est donné l'audace de prendre un arrêt, malheureusement, qui est inconstitutionnel. C'est-à-dire? Inconstitutionnel, mais c'est Jean-Marie Kassamba, c'est toujours au regard de l'article 163 de la Constitution. Parce que la Cour constitutionnelle tire sa compétence à l'article 163 de la Constitution.
Et cette disposition constitutionnelle ne donne pas la compétence à cette Cour constitutionnelle, comme je vous ai démontré au prélude de mon propos, ne donne pas compétence à la Cour constitutionnelle de connaître les poursuites pénales contre les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres. La Cour constitutionnelle, s'étant déclarée compétente, viole systématiquement les dispositions de cet article 163 de la Constitution. En ce sens qu'elle se donne plus de pouvoir que la Constitution lui a donné. Merci beaucoup. Et là, on comprend qu'il s'agit d'une révision constitutionnelle, malheureusement, par une institution qui n'a pas qualité. Les juristes nous suivent. Et je vais voir la dimension politique de ce qui est en train d'être fait. Je vais demander à M. Mbouyamba de nous expliquer cette inconstitutionnalité de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Elle est conjoncturelle, elle est ponctuelle, circonstancielle, ou elle est conçue volontairement pour nuire. Bien. Monsieur Jean-Marie Kassamba, merci pour l'octroi du verbe. Je vous dis déjà merci pour me rappeler mon feu père Mbouyamba, d'heureuse mémoire. C'est Aristote Chiboba, mais ça me fait plaisir d'être appelé de son nom. Qu'à cela ne tienne, l'arrêt de la Cour constitutionnelle dont question est me fait penser justement à un jugement qui intervient sur une copie pâle de droit. Voilà. Copie pâle, dites-moi. Exactement. Et donc nous faisons face à un jugement de jactance, à un simulacre justement de décision de justice. Pourquoi? Parce que justement on a un souci de nuire à un digne fils du pays qui a servi son pays justement et qui malheureusement est en train de subir les coups de ses actions. Puisque nous parlons droit, l'article 17 de la Constitution qui justement établit un certain nombre de principes de droit, notamment le principe de la légalité des délits et de peines, principe cher à César et Beccaria, libellé justement par les latinistes comme étant un principe suivant lequel on ne peut pas poursuivre une personne. On commence par la poursuite. On dit nullum crimen, il n'y a pas de crime. Nulla poena, il n'y a pas de peine. Nullum judicium, il n'y a pas de procédure sine lege, sans la loi. En réalité, à la naissance de l'État est la Constitution. Voilà, la Constitution. Elle fonde l'État. C'est une mère. C'est elle qui crée l'État. Et en tant que mère, elle est appelée à être respectée. Respectée parce que c'est une mère. Voyez-vous, on est en Afrique. Une mère, ça se respecte. Une mère, on ne la touche pas n'importe comment. On ne peut pas toucher sa mère n'importe comment, sinon n'importe où. Parce que c'est une mère, on la respecte. Et même lorsqu'on fait faire de bises à sa mère, des bisous, on ne sort pas la langue quand on veut l'embrasser. Sinon, on tombe dans ce que les Kassaïens aimeraient appeler les Chibaou. Voilà, nous assistons à un Chibaou constitutionnel. Parce que justement, la Constitution est violée. Elle est violente. Où est-ce qu'elle est violée, la Constitution? Je vais vous le prouver. Monsieur Mbouyamba, je vais vous le prouver. Au-delà des passions et des émotions, est-ce que l'actuelle Cour constitutionnelle, voulant combler un vide sur les justiciables congolais, anciens premiers ministres, anciens présidents, n'a-t-elle pas corrigé quelque chose qui a choqué l'opinion? Bien. Vous parlez de la violation de la Constitution. En quoi la Constitution est violée lorsqu'on a rectifié les tirs? Très important de parler de la violation de la Constitution, comme je le disais, parce que c'est une mère. On doit la toucher avec une main tremblante. C'est elle qui nous crée.
et elle donne à chaque citoyen un pouvoir de la protéger. Lorsque je parle de la violation de la Constitution par la Cour constitutionnelle, c'est eu égard notamment à la procédure initiée et qui nous amène aujourd'hui à être, par devers vous, devant vous, sur votre plateau, d'échanger. La Cour constitutionnelle, lorsqu'elle rend des décisions, la Constitution de la République est claire. Elle dit que les décisions de la Cour sont exécutoires. Ces décisions sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public. Et lorsqu'on dit qu'elle s'impose au pouvoir public, elle s'impose même à elle, la Cour, elle-même. De sorte que, lorsque la Cour voudrait modifier une décision déjà prise, Oui. dans sa dimension de gardien, justement, de la Constitution, la Cour devrait toujours garder à l'esprit qu'au-delà du fait qu'elle garde la Constitution, la Cour n'est pas constitutionnaliste, la Cour n'est pas un législateur. C'est que la compétence en droit est d'attribution. Vous avez dit la Cour voulait combler un vide. Oui. Un vide qui existe. Même si la Cour voudrait combler un vide, eh bien, ne peut combler le vide que c'est lui que la loi, ou la loi de manière générale, ou la Constitution de la République, octroie ce pouvoir-là. Il y a les législateurs, donc, il y a les pour vous, la constitutionnalistes. Cour aurait dû d'abord recourir aux législateurs pour combler ces vides. La Cour devrait questionner les textes normatifs. Dans le cas de la hiérarchie de normes pyramidales de Hans Kelsen, commençant par la Constitution de la République, les lois du pays, etc., les règlements, pour voir si elle peut trouver, n'est-ce pas, un semblant de pouvoir pour pouvoir entamer la procédure. Justement, pourquoi je dis cela? Parce qu'en droit, il est de principe que ubi lex non distinguit, nec noc distinguere debemus, les juristes nous entendent et ils diront tout simplement avec moi que là où la loi n'a pas distingué, nous ne pouvons pas distinguer. Là où la loi n'a rien dit, nous ne pouvons pas dire quelque chose parce que si la loi veut, elle dit. Et si la loi ne veut pas, elle se tait. La Cour ne peut pas s'octroyer des compétences au risque d'agir ultra petita. Dans un état de droit, cher Jean-Marie Kassamba, un état de droit est d'abord un esprit, c'est un problème d'homme. C'est un état d'esprit, dans un état de droit, que ce soit les institutions de la République, même le plus haut, que ce soit les dirigeants ou le dirigé, nous sommes tous liés les mains vers le droit et c'est les droits qui nous guident. Nous comprenons tout simplement que nous sommes dans un état où, justement, les hommes ne veulent pas se faire un leadership de qualité qui voudrait à ce qu'on respecte les textes de loi comme ça se fait ailleurs. Je me suis penché sur cette question en faisant mes recherches justement en droit constitutionnel et j'ai compris quelque chose. Je me suis posé une question. Pourquoi ailleurs ça marche? Pourquoi ailleurs les gens ne voudraient pas doubler les mandats? Pourquoi ailleurs les gens ne voudraient pas violer la Constitution? J'ai compris que c'est un problème d'homme. C'est un problème anthropocentrique. C'est l'homme qui est au centre. C'est ainsi que nous, au niveau du LGD, nous avons une vision distincte, une vision différente qui voudrait à ce que l'homme soit un être des valeurs qui est capable de se respecter soi, de respecter les textes du pays, non pas pour ses intérêts personnels, mais pour des intérêts de la nation. Je repose ma question. Ceux qui veulent la justice équitable, la même pour tous, vous direz, en attendant que les législateurs modifient la Constitution, parce qu'il y a une clameur publique sur l'arrêt rendu par l'ancienne Cour, enfin, la Cour dirigée par l'ancien professeur, enfin, il est toujours professeur, mais l'ancien président de la Cour constitutionnelle, disant que Matata Mponyo n'était pas poursuivable par, ou plutôt, la Cour était incompétente pour identifier ce qu'il a pu commettre comme faute, parce qu'effectivement, il n'y a pas la disposition constitutionnelle quant à ce. Donc, il n'y a pas de juridiction naturelle pour lui. Est-ce que vous ne pensez pas que l'arrêt rendu par l'actuelle Cour constitutionnelle rencontre les attentes de la population? Et j'avais demandé au député Larry tout à l'heure la version un peu, je dirais, politique de cette affaire. Mais est-ce que vous ne pensez pas que ça ne fait pas, ça ne choque pas, c'est ça le terme, ça ne choque pas l'opinion, cet arrêt rendu par la Cour dirigée par le président Kamoleta? Malheureusement, les inventions humaines arrivent parfois à se heurter devant l'humain, c'est-à-dire que l'homme peut créer le robot pour tout servir, mais pas pour juger, parce qu'on juge un homme. Et en jugeant un homme, les juges
doivent se délaisser de toute passion et de tout sentiment. La Cour constitutionnelle, la haute cour, ne peut pas s'émuer à un tribunal populaire. Parce qu'aujourd'hui, comme les médias, les réseaux sociaux se sont mués en tribunaux populaires avec lynchage immédiat, la Cour ne devrait pas suivre, n'est-ce pas, l'élan des médias et des réseaux sociaux. Comme si l'accessoire, suivant le principal, ici c'est la Cour qui suit les réseaux sociaux. Alors que normalement, la Cour, c'est cela la boussole de notre pays. Et donc, lorsque vous dites que la Cour constitutionnelle, voulant combler un vide qui existe, afin de satisfaire une frange de la population. Mais vous oubliez que dans la même population se trouvent d'autres également qui sont regardants face aux lois du pays. Je me le répète et je le répète encore en le disant que la Cour constitutionnelle dit le droit en référence aux droits qui existent, pas aux droits qu'elle crée, parce que dans un État, il y a ce qu'on appelle la séparation de fonctions. Il y a notamment le pouvoir judiciaire qui doit trancher les litiges, il y a le pouvoir législatif qui doit élaborer des textes de loi, et il y a un pouvoir exécutif. C'est que la Cour ne peut pas s'émuer justement dans un pouvoir législatif pour pouvoir faire plaisir. Elle aura jugé ou elle aura dit le droit ultra petita, alors que c'est une juridiction qui devrait se référer au droit et au droit seulement. Et donc moi je suis totalement contre ceux qui pensent par exemple, puisque je l'ai entendu, qui disent: comment vous, du LGD, vous pensez que votre président national, le camarade Matata Ponyo, n'ait pas de juridiction naturelle ou de juge naturel? Oui. Comment peut-on considérer que dans un état de droit, qu'il y ait des gens qui vont au-delà du droit? Et la réponse est claire. C'est que les droits dans un état est d'abord évolutif. C'est que les droits répondent aux aspirations d'une population. Voilà la matière donnée aux députés nationaux. Voilà la matière donnée au Congrès. Voilà la matière donnée aux représentants du peuple pour pouvoir élaborer des textes de loi, non pas pour être dans un état du chant et de la danse, mais plutôt un état qui produit des textes qui sécurisent et qui garantissent le droit de chaque humain. Est-ce que vous ne pensez pas que cette jurisprudence arrange tout le monde? La jurisprudence ne peut pas arranger quelqu'un, à moins qu'il y ait ceux-là qui se sentent lésés. Je vais vous dire quelque chose. Parce que les sources... Je vais vous dire quelque chose. Le droit, il y a aussi la jurisprudence. Oui, exactement. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Le président Matata se trouve en Guinée. Le procès commence. Il revient. Parce qu'il est appelé. Il est à New York. Pour une deuxième fois, on l'appelle, il revient. Jamaïca Samba, nous savons comment les gens fuient dans notre pays quand il y a les indices tout simplement de culpabilité, ou lorsqu'on les poursuit. Il y en a qui prennent, n'est-ce pas, le large de Congo-Brazzaville. Il y en a qui prennent des camions avec quelques bières de Kouka. Pourquoi justement? Parce que le président Matata se reconnaît comme innocent. Le problème avec le zèle de l'innocent, c'est que les zèles de l'innocent peuvent amener parfois à vouloir enlever les voiles de l'histoire, oublier que dans ton pays, parfois la justice marche à contre-courant. Est-ce que vous avez vu dans notre pays, même Lumumba, notre héros national que nous respectons, à un moment donné de l'histoire a été recherché par ses ennemis. Et il a fui. Mais il a fui. Mais alors fuir, c'est un droit. Mais le président Matata se reconnaît innocent. L'innocence donne du zèle. Et ce que j'aime, c'est que tu peux fuir tout le monde. Vous pouvez fuir toutes choses, mais sauf votre conscience. Le président Matata sait que consciemment, il est clean. Voilà pourquoi il est revenu. Beaucoup. Parce qu'il respecte les textes qui organisent son pays. Et il aimerait également que tout État, permettez-moi de glisser cet élément, que tout État, que ce soit les États voisins, arrive également à respecter notre pays. Que ce soit les représentants ou le président de la République des autres nations. Vous savez, aujourd'hui, on ne nous respecte plus ailleurs. Alors ça, c'est votre point de vue. On ne nous respecte plus ailleurs. En quoi on ne respecte? Nous avons par exemple, cette semaine, un président d'un État voisin, je cite le président Kagame, qui dit que le président de notre pays n'a pas été élu. Et il a été proclamé. C'est la même cour. J'aimerais vous dire quelque chose. C'est la même cour. Imaginez Jean-Marie Kassamba, que de la même manière que la cour a eu à prendre une décision en 2021, dans son arrêt RP 001, qui dit autre chose, et en 2022, elle prend un arrêt dans le même sens qui dit autre chose. Imaginez qu'aujourd'hui, je rentre un peu en arrière en 2018, une décision de la cour après échéance électorale proclame que le président de la République, c'est M. Tshisekedi. Et quelques mois après, on proclame que c'est Fayoulou. Mais c'est impossible. Vous comprenez? Pourquoi ça doit être impossible dans ce sens? Dit une fois, ça reste une fois. Pourquoi? Pourquoi, dans le cadre, n'est-ce pas, de ce procès
La Cour n'a pas respecté le fait que les décisions de la Cour sont exécutoires et sortent des effets erga omnes. Merci. L'avocat de la rue, plutôt le député de la rue, c'est plus une question d'ordre politique. On a l'impression que vous, les gens du LGD, leadership, gouvernance pour le développement, en réalité, vous parlez du droit, mais vous n'aimez pas les droits. Vous ne voulez pas que les droits s'appliquent à votre leader. Dès qu'on veut toucher à Matata Mponyo, allez, levez des boucliers. C'est l'injustice, c'est pas normal, de l'acharnement. Mais s'il est innocent, alors qu'il a rencontré la justice, comme ça, une bonne fois pour toutes, il est innocenté. Et l'affaire est réglée. Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Vous souviendrez que le LGD, comme parti politique, il a été créé effectivement pour répondre à un besoin criant, celui des leaderships et de gouvernance de qualité. Je voudrais quelques secondes vous parler un tout petit peu de notre parti parce que vous avez fait allusion. Oui, oui, allez-y. Ah, ces partis que et puis d'ailleurs, considérons... avant que vous parliez de votre parti, dites-moi d'abord, pourquoi vous arborez ces insignes propres aux élus du peuple, même identifiants que le peuple, sauf que vous avez juste, au lieu d'écrire député provincial ou député national, vous avez dit député de la rue. Qui vous autorise? Qui vous donne ces droits? Je serai beaucoup plus court sur cette question parce que ce qui est beaucoup plus important ici, c'est d'établir la vérité aussi par rapport à l'affaire Matata. Usage abusif des insignes. Non mais écoutez, M. Jean-Marie Kassamba, je pense que vous et moi, nous savons que ceux-là qui sont allés au Parlement, beaucoup, se sont désolidarisés avec le peuple. Se sont désolidarisés avec les déshydratats du peuple. Vous et moi, nous savons que beaucoup qui sont allés au Parlement ont rompu avec la rue. Et aujourd'hui, quand vous parlez du mandat, effectivement, moi, en tant que député de la rue, j'ai un mandat. Et le mandat, c'est les quitus du peuple, l'approbation du peuple. Le mandat, c'est le fait que le peuple s'identifie beaucoup plus à ceux qui le représentent valablement dans la rue et non au sein du Parlement. Mais en tant que député de la rue, j'ai aussi un contrôle, et mon contrôle, c'est un contrôle citoyen. Cette exigence d'imposer à ceux qui détiennent le bâton de commandement un devoir de redevabilité et rendre le compte de manière quotidienne par rapport à la gestion de la chose publique de l'État. Et je le fais. Et je le fais autant sur le député national que le sénateur, mais aussi pour le président de la République, le membre du gouvernement, mais aussi à tout autre gestionnaire de la République. Et donc, ce travail-là, je le fais dans le cadre de notre parti qui est le LGD pour expliquer à la rue qu'il y a effectivement des sérieux problèmes des leaderships et des gouvernances que nous devons apporter en termes de solutions. Et nous, le LGD, nous nous sommes inscrits dans cette logique-là. C'est comme ça que je le dis toujours, que le LGD, au-delà d'un parti politique, selon la logique du traditionnalisme politique congolais, mais le LGD, c'est un ensemble de stratégies de développement. Le LGD, c'est une machine de transformation de la société. Le LGD, c'est un incubateur d'acteurs politiques de qualité, tel que vous le voyez au travers de la tridimensionnalité d'intelligence sur ce plateau. Le LGD, c'est aussi un parti politique qui transcende la dimension nationale. Nous sommes un parti à vocation africaine. Nous sommes un parti dirigé par une personnalité africaine. Vous n'êtes pas un parti du Maniema, non, mais pas du de Matata Mponyo. Pas du tout. Attention. L'une des valeurs cardinales de notre parti, et j'aime quand le président national de notre parti le reproduit, et d'ailleurs moi je l'ai considéré comme une valeur restée des marbres et attachée de manière indélébile dans ma responsabilité politique, c'est lorsque le président national de notre parti, notre autorité des références et autorité archétypale du parti, nous dit que sa seule tribu est la seule dans laquelle il appartient. Ce n'est pas l'Équateur, ce n'est pas le Kasaï, c'est simplement la compétence. Et la compétence, effectivement, est considérée comme notre fil conducteur qui nous guide vers ces leaderships, le binôme MAPON, leadership et gouvernance de qualité pour résoudre à l'équation socio-économique. Revenons à ma question. J'aimerais savoir pourquoi vous avez peur de la justice? Non, mais pourquoi vous ne voulez pas que cet homme non, mais ça paraît très paradoxal, M. Jean-Marie Kassamba. Confronté à ce qui le reproche. Pourquoi vous ne voulez pas que cet homme, voilà, leadership et gouvernance pour le développement, c'est son parti. Gouvernance, dans gouvernance, il y a aussi bonne gouvernance.
Ça sous-entend que Merci. s'il veut effectivement que le peuple l'accueille pour qu'il soit orienté, il faut aussi qu'il se soumette Monsieur Jean-Marie Kassamba, moi, aux je n'ai décisions jamais de la compris- justice. Je n'ai jamais compris ces paradoxes que je considère comme un paradoxe nauséabond. Comment on peut dire que M. Matata fuit la justice? Mon ami Aristos Tibobois vient de le dire. Alors qu'il était à 2 reprises à l'étranger. Il est revenu de manière volontaire pour répondre à l'invitation de notre justice. Ici, ce n'est même pas question de fuir la justice parce que M. Matata a prouvé effectivement tous les indices de son innocence par rapport à cette question de l'affaire Matata devant la justice. Mais plutôt ici, il est question de respecter, ne serait-ce que la Constitution. Nos amis l'ont dit tout à l'heure, que notre Constitution a posé des bases. Et le préambule de notre Constitution, au travers le 3e paragraphe, le dit clairement d'ailleurs, que la Constitution aujourd'hui est considérée comme un édifice parce que la Constitution dit animée par la volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit. Et donc, l'état de droit que nous voulons est d'abord et avant tout un vœu collectif du peuple congolais. Cet édifice que nous avions bâti au travers la volonté commune du peuple congolais. Mais parce qu'on parle de l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel règne, comme les amis l'ont dit, le nullum crimen nulla poena sine lege. C'est un état de l'égalité des peines. Dans un état de droit, le juge ne sont soumis qu'à la seule autorité de la loi. Dans un état de droit, les principes de la présomption d'innocence est reconnu à tout Congolais qui n'ont pas encore fait l'objet d'un quelconque jugement ou d'une décision de la justice. L'état de droit, c'est aussi le respect scrupuleux de cette théorie de Montesquieu, la séparation de pouvoir. L'état de droit, c'est aussi les principes de l'indépendance des juges. Mais très généralement, M. Jean-Marie Kassamba, Oui. on parle de l'état de droit sans placer une incise aussi importante qui relève d'ailleurs de l'apanage des experts de droit constitutionnel lorsqu'on parle de l'état de droit constitutionnel. L'état de droit constitutionnel, c'est un état dans lequel les règles constitutionnelles, les principes de droit constitutionnel sont respectés à la rigueur. L'état de droit constitutionnel, M. Jean-Marie Kassamba, est un état dans lequel l'ordonnancement juridique national est chapeauté par la primauté de la Constitution. Est-ce que donc aujourd'hui, je suis prêt à vous prouver Oui. les différentes violations entachées dans cette affaire Matata dès le début jusqu'à ce jour. Mais on va y arriver, on va y arriver. Et c'est justement, c'est pour ça que je vous ai invité, parce que Tout à fait. au-delà des incantations, il faut effectivement que vous me prouvez en quoi la Cour constitutionnelle a violé la Constitution. Il y a une des questions qu'on m'a envoyée qui dit que, rappelez à vos invités que la Cour constitutionnelle n'est pas une cour ordinaire. Il y a une dimension politique dans la Cour constitutionnelle. Parce que tous les juges de la Cour constitutionnelle ne sont pas forcément les praticiens du droit. Et que les décisions de la Cour constitutionnelle peuvent aussi répondre aux impératifs politiques. En quoi ça vous gêne, monsieur Yenda? En quoi ça vous gêne qu'au sein de la Cour constitutionnelle, qui peut être prise des décisions, des corrections politiques? Non, mais ce qui me gêne le plus dans cette hypothèse est que la Cour ne peut pas se transformer à une sorte de machine qui aura pour mission de déchirer le contrat social que nous avions tissé, vous et moi, M. Jean-Marie Kassamba. C'est que nous craignons effectivement, au travers l'action de la Cour constitutionnelle, et que nous assistions à une sorte de scandale juridique, à une sorte de catastrophe. Selon vous. À une sorte de catastrophe judiciaire. Selon vous. Non, mais monsieur Selon LGD. nous tous, nous savons que l'arrêt, les récents arrêts de la Cour constitutionnelle est un véritable coup d'État constitutionnel. C'est un véritable monstre juridique. Je vous le démontre. Je prends seulement l'exemple, M. Jean-Marie Kassamba. Oui. Lorsque le dossier a été transmis au niveau de la Cour de cassation, la Cour de cassation, au travers son arrêt avant dire droit, s'appuie sur la teneur de l'article 162 de la Constitution pour justifier effectivement l'exception d'inconstitutionnalité. Il fait une surséance à statuer pour renvoi à la Cour constitutionnelle, mais cette fois-là, c'est pour lui interpréter la teneur de l'article 164 de la Constitution qui contient les deux expressions, je cite,
dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Et donc, la conclusion logique, selon les lunettes juridiques que nous avons, et donc la Cour de cassation a amorcé deux matières juridiques importantes, notamment la matière relative à l'exception d'inconstitutionnalité et enfin, les recours en interprétation de la Constitution. En ce qui concerne l'exception d'inconstitutionnalité, tous nous savons, la Constitution l'a d'ailleurs dit, ce sont le parti qui soulève cette exception devant le juge. D'où la question. Parmi les parties présentes dans ce procès, la partie Matata, partie Kitebi, partie Goblet, qui d'entre elles a soulevé cette exception d'inconstitutionnalité? Ça, c'est la première question. La deuxième question. Encore que lorsqu'on parle de l'exception d'inconstitutionnalité, attention, c'est un mécanisme de contrôle de constitutionnalité a posteriori. C'est-à-dire, il faudrait qu'il y ait une loi évoquée dans ce procès qui soit non conforme à la Constitution pour que la partie adverse, effectivement, oppose à cette loi les principes constitutionnels. C'est même ça, l'exception d'inconstitutionnalité. Le deuxième volet de ma réflexion, parce que j'ai parlé des recours en interprétation de la Constitution. La Constitution est claire quant à cette question. C'est même la lumière de l'article 161. On dit ne peut saisir la Cour constitutionnelle pour cette question d'interprétation de la Constitution. D'ailleurs, la Constitution a même listé les organes. La Constitution parle du président de la République, de membres du gouvernement, de 1/10 de chacune des chambres parlementaires, du président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, le gouverneur de province et enfin les présidents des assemblées provinciales. Ici, on n'a pas cité le juge de la Cour constitutionnelle. D'où la question. D'où tire le fondement juridique pour que le juge de la Cour constitutionnelle amorce cette démarche auprès de la Cour constitutionnelle. C'est en cela que je vous parle d'un scandale juridique. C'est en cela que je vous parle d'un monstre juridique, d'un coup d'État constitutionnel et même d'une catastrophe judiciaire. Alors, puisqu'on parle de l'interprétation, parlons-en. Encore que sur cette question, il y a même des principes de droit qui s'appliquent, notamment le principe de fin utile. C'est-à-dire qui veut, lorsque l'on veut interpréter une disposition constitutionnelle, il faudrait que celle-ci revêt un caractère d'obscurité qui peut pousser à ce juge-là d'interpréter aux fins d'éclairer. Ça, c'est de un. De deux, lorsqu'on parle de l'interprétation de la Constitution, il y a des mécanismes, il y a des tactiques, il y a des mécaniques autour de ça. Parce qu'on parle de l'interprétation littérale, on parle de l'interprétation holistique parce que la Constitution est un tout. Et donc, lorsque nous prenons le luxe de faire la lecture ou l'interprétation de la Constitution, il faudrait faire les lectures croisées des dispositions afin de dégager une lumière. Mais ici, on veut nous dire, d'ailleurs, je vous donne des dispositions, notamment l'article 100 et l'article 108 de la loi organique qui organise la Cour constitutionnelle. Qui stipule quoi? Ces deux dispositions que je viens de citer, effectivement, vont nous aider à comprendre même le sens de ces deux citations évoquées par la Cour de cassation dans l'exercice de ses fonctions et à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Déjà, la loi qui organise la Cour constitutionnelle établit la différence. L'article 100 parle des procédures en cas d'infraction commise dans ou à l'occasion de l'exercice des fonctions des présidents de la République ou de Premier ministre. Ça, c'est pour le premier aspect. C'est-à-dire ici, pour les législateurs, que vous soyez dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice, d'abord, vous avez la fonction du Premier ministre, tout comme du président de la République. Le deuxième volet, c'est l'article 108. La loi elle-même précise. Procédure en cas d'infraction commise en dehors des fonctions de président de la République ou du Premier ministre. Alors, je reviens maintenant sur l'explication fondamentale de ces deux citations. Oui. Lorsqu'on dit dans l'exercice de ses fonctions, je donne des exemples pour que je sois beaucoup plus compris. Je prends le cas du premier vice-président de l'Assemblée nationale, l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale, M. Jean-Marc Kabound. Qui est en prison. Qui est en prison. Si M. Jean-Marc Kabound, selon qu'il s'agit de sa fonction, détourne de l'argent destiné au fonctionnement de l'Assemblée nationale, là, il commet une infraction dans l'exercice de ses fonctions. Mais si M. Jean-Marc Kabound, en prenant la route dans le cadre de son cortège, se permet de quitter son véhicule pour trouer, surtout qu'il n'aime pas que le Congolais prenne la bande contraire, et il avait raison. Là, on dira qu'il a commis l'infraction
à l'occasion de sa fonction. C'est tellement clair. Et donc, aujourd'hui, je ne vois pas l'utilité de pouvoir créer une confusion entretenue sur le des citations que le juge de la Cour de cassation n'ont pas compris. Encore qu'il s'agit des juges d'une juridiction suprême. Il s'agit quand même de la Cour de cassation. Parce que dans l'ordre de juridiction judiciaire, il y a la Cour de cassation qui chapeaute sur les juridictions inférieures. Et donc, aujourd'hui, il est de bonne loi que le juge de la Cour de cassation comprenne les b.a.-ba du droit. D'une manière synthétique, et on va passer à la table suivante parce que j'ai vraiment des questions. Oui. Citez-moi d'une manière chronologique les différentes violations de la Constitution, plutôt dans la procédure poursuivant Matata Mponyo, ce qui a été commis comme faute par la justice D'abord, M. congolaise. Jean-Marie Kassamba, lorsqu'on parle de la procédure pénale, tous nous savons qu'elle est de strict respect. La procédure pénale est intransigeante parce qu'il s'agit d'une procédure aussi consacrée. Surtout ici, nous sommes dans un cadre d'une justice constitutionnelle, c'est-à-dire des procédures consacrées dans la Constitution. Vous allez voir que quand les législateurs suprêmes, c'est-à-dire le constituant de notre pays, élaborent un certain nombre de dispositions de la Constitution, il y a un esprit qui est caché dans chaque disposition de la Constitution. Et en ce qui concerne les poursuites du président de la République et du Premier ministre en fonction, l'esprit caché du législateur suprême, c'est de vouloir protéger la sacralité des institutions. Et d'ailleurs, on dit pour que le président de la République soit traduit en justice, tout comme le Premier ministre, il faudrait qu'il y ait le cutus préalable du Parlement réuni en Congrès. Ce qui n'a pas été le cas. Mais encore que la loi, la Constitution précise, même quand le président de la République ou le Premier ministre sera condamné, il sera d'office déchu de ses fonctions. Et la déchéance de ses fonctions sera proclamée par la Cour constitutionnelle. Alors qu'aujourd'hui, M. Matata n'a pas la qualité d'un Premier ministre en exercice. Je me demande... Donc il n'y a pas la conséquence de cette sanction. Non, mais bien sûr de cette que oui, peine. parce que l'esprit du législateur, il voulait protéger, comme je l'ai dit tantôt, la sacralité de la fonction président de la République et Premier ministre. Je vais quand même dire quelque chose par rapport à ce que vous avez dit tantôt, Oui. par le fait que le juge de la Cour constitutionnelle sont revenus à 2 reprises sur une décision qui se contredise par rapport à son arrêt précédent. Monsieur Jean-Marie Kassamba, c'est vrai, on parle de la loi, on parle de la Constitution en termes de texte et des règles constitutionnelles, mais ces débats doivent transcender les niveaux textuels parce que nous devons aussi faire un débat des principes constitutionnels, un débat de doctrine, un débat de jurisprudence. Et en droit, encore que le droit, c'est un domaine technique, c'est même de la technologie de droit. En droit, il n'y a que 2 mécanismes, et je vais même ajouter un autre mécanisme parce que dans votre vidéo, j'ai entendu les revirements jurisprudence. Pour que le juge de la Cour revienne à sa décision. La première, ou le premier mécanisme, le juge ne peut revenir à sa décision qu'en cas, par exemple, de l'erreur matérielle. Encore que même sur la question de l'erreur matérielle, les juges ne touchent pas le fond. Donc il n'y a pas d'erreur matérielle là. Non, mais encore qu'ici, il n'y a pas d'erreur matérielle. Parce que lorsqu'on parle de l'erreur matérielle, c'est-à-dire, dans un arrêt, si par exemple M. Matata a été condamné à 20 ans de prison, et que dans la rédaction de l'arrêt, au lieu d'écrire 20 ans, on écrit 2 ans. Et donc, c'est une erreur matérielle, le juge peut le corriger. Ça, c'est l'intervention de la forme de ce juge de la Cour constitutionnelle. Deuxième possibilité, le juge, d'ailleurs, le juge n'est pas que le juge de l'interprétation de la Constitution. Il est aussi le juge de l'interprétation de son propre arrêt. Parce qu'un arrêt déjà rendu en termes de décision, il devient d'office une source d'inspiration pour les autres juges. C'est comme ça qu'on parle de la jurisprudence. Et donc, si les autres juges dans un autre litige estiment que l'arrêt de la Cour constitutionnelle n'était pas clair, et donc, ces juges-là ou les parties peuvent revenir vers la Cour pour que la Cour interprète son propre arrêt. Mais puisqu'on parle des revirements de jurisprudence, je voudrais insister un tout petit peu sur cette question. Les revirements de jurisprudence n'est possible que lorsqu'il s'agit de 2 litiges différents, mais qui portent sur une même matière de droit. Je m'explique. Si par exemple dans l'arrêt Kalouba, la Cour s'était déclarée incompétente pour juger M. Matata,
et que plus tard, la même Cour poursuit un autre ancien Premier ministre, je prends l'exemple de Bruno Tshibala, mais cette fois-là, la Cour se déclare compétente. Cette contradiction, le fait de se dédire, c'est ça ce qu'on appelle les revirements de jurisprudence. Mais ici, dans cette matière de revirements de jurisprudence, l'élément fatal, c'est le fait qu'il y ait d'abord deux litiges différents, mais qui portent sur une même matière qu'on appelle la compétence de la Cour constitutionnelle. Ce qui n'est pas le cas parce qu'ici, il n'y a même pas des éléments nouveaux qui s'ajoutent dans le dossier Matata. C'est le même objet, le même litige, le même individu, et donc par conséquent, on ne peut pas parler des revirements jurisprudentiels. Et donc, je crois qu'ici, la meilleure solution, c'est de recourir au pouvoir législatif. En droit, on dit les faits précèdent le droit. Pour que le pouvoir législatif légifère le texte, il faudrait qu'il y ait des circonstances, des événements, des faits qui peuvent inspirer à ce juge-là de pouvoir encadrer cette sphère juridique afin de nous protéger par rapport à l'avenir. Merci beaucoup. Parce qu'en réalité, cet arrêt crée une tombe qui peut enterrer l'actuel président de la République si demain il devient ancien président de la République. C'est la question que je pose à M. Émile Hassani, qui est aussi avocat. J'ai reçu des questions ici concernant justement l'actuel président, qui va devenir aussi, après son exercice, ancien président. Et on dit qu'on n'avait pas fait attention que cette jurisprudence risque de rattraper notre président actuel lorsqu'il sera ancien président. Info ou intox? Merci beaucoup, M. Jean-Marie Kassamba. Je crois que je dois d'abord rencontrer votre question précédente. Oui. Vous avez posé la question de savoir en quoi consistent les violations dans la procédure. Oui, c'est ce que vous répétez tout le temps. Effectivement. Alors, les violations ici, nous allons les localiser, les situer à plus ou moins 4 ou 5 niveaux. D'abord, au niveau du Parlement. Ensuite, au niveau du parquet général, près la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle elle-même, la Cour de cassation et pour finir la course au niveau de la Cour à chaque niveau, on a violé la Constitution. Je vais vous le démontrer et c'est de façon systématique. Vous avez posé la question de savoir, mais pourquoi vous, les gens du LGD, vous ne voulez pas que votre leader réponde à la justice? Oui. Je vous dis, M. Jean-Marie Kassamba, les mêmes soucis qui animent ceux qui posent cette question, c'est les mêmes soucis qui nous caractérisent également. Nous aussi, nous voulons savoir de quoi on reproche notre leader concrètement. Parce qu'il ne se reproche de rien. Il vous souviendra, permettez-moi de glisser un petit mot, il vous souviendra qu'il est poursuivi pour l'affaire Bukangalonzo. Bukangalonzo, en réalité, c'est un projet, c'est une société. Et cette société, c'est une société mixte. C'est-à-dire, il y a l'État a des capitaux, les privés ont les leurs. C'est le cas des Sud-Africains, les consortiums, des sociétés, effectivement, des sociétés sud-africaines. Le cas de M. Christo Grobler, qui a sa société Africom Commodity, et tant d'autres sociétés. Et ensemble avec l'État, ils ont mis des capitaux, ils ont monté une société. Cette société devient une personne morale. À la différence, vous et moi, on nous voit. Mais la personne morale, on ne la voit pas. Mais elle vit. Télé 50, c'est une personne morale. Absolument. On sait voir, voilà, les locaux de Télé 50, les véhicules de Télé 50, bref, les biens de Télé 50. C'est le cas pour Bukangalonzo. Bukangalonzo, c'est une société. Et une société est gérée par celui qui a la responsabilité. On l'appelle gérant. Ça veut dire, à chaque fois, lorsqu'il est question de rendre compte, en justice bien entendu, on va poser la question à celui qui a la gestion, à celui qui a la gérance de la société. Dans le cas affaire Bukangalonzo, M. Jean-Marie Kassamba, le premier ministre honoraire, le président Matata Ponyo, n'est associé dans cette affaire ni de près ni de loin. Ça veut dire, s'il y a des comptes à rendre dans cette affaire, on doit poser la question à M. Christo Grobler,
lequel a répondu toujours présent. À chaque fois lorsque la justice a besoin de lui, M. Christo Grobler a toujours été présent. Mais pourquoi ça change M. Christo Grobler, M. Jean-Marie Kassamba, a tenu un point de presse ici à Kinshasa, où il dit « Je n'ai jamais été en contact avec M. Matata Ponyo. Je n'ai jamais donné un seul rond à M. Matata Ponyo. » Je pouvais comprendre M. Jean-Marie Kassamba, parce que dans un gouvernement, en tout cas, il y a des départements, il y a des ministères. Et dans chaque secteur, il y a un ministère qui régit les secteurs. Sectoriel. Je pouvais comprendre. Ministre de l'Agriculture. Je pouvais comprendre encore que dans le cas Bukangalonzo, ça a réuni plusieurs ministères. Agriculture, finances, et ainsi de suite, portefeuille, industrie. Je pouvais comprendre dans cette farce judiciaire qu'on interpelle les ministres, par exemple, les ministres de l'Agriculture. Qu'on interpelle, par exemple, les ministres du portefeuille. Qu'on interpelle, par exemple, les ministres des Finances. Encore que même ces ministres n'ont rien à voir en ce qui concerne responsabilité dans cette affaire. Et le premier Matata Ponyo ici, le premier ministre honoraire, il n'a été associé, comme je vous ai dit, ni de près ni de loin. Je pouvais encore comprendre, M. Jean-Marie Kassamba, qu'il soit peut-être appelé en justice comme renseignant, par exemple, comme témoin, s'il est chez, par exemple, mais pas en tant que prévenu. Puisque vous avez posé la question de savoir pourquoi vous avez peur, ça m'a poussé à vous donner toute cette cartographie. Il ne se reproche de rien, il n'est concerné dans cette affaire ni de près ni de loin. Maintenant, c'est quoi M. Jean-Marie Kassamba, notre peur? Et c'est là où j'en viens maintenant à votre question. Notre peur ici, ce procès, nous avions compris que c'est un procès politique. Politique. C'est pas un raccourci, ça. On veut tout simplement écarter un digne fils. Vous savez, M. Jean-Marie Kassamba, M. Matata Ponyo n'est plus congolais. M. Matata Ponyo, c'est un patrimoine. M. Matata Ponyo, c'est un patrimoine congolais, un patrimoine africain, un patrimoine mondial. Par rapport à son expertise, il est convoité, sollicité partout à travers le monde. M. Jean-Marie Kassamba, il a un carnet d'adresses riche au niveau international. En quoi il fait peur? Au niveau national. Vous êtes en train un peu de le déifier. En quoi il fait peur? C'est par rapport à son carnet riche. Ou c'est parce qu'il est candidat président de la République? À son expertise qu'il fait, par rapport également à ses réalisations, qu'il fait peur de l'autre côté. Et on cherche un mécanisme pour l'écarter de la course. Donc une condamnation. Parce qu'il s'est déclaré candidat à l'élection présidentielle prochaine. Et de l'autre côté, lorsqu'on a su que face à Matata, personne ne pourra résister. En tout cas, aucun fruit ne pourra résister. Mûr ou pas mûr, il va tomber. Et c'est comme ça qu'on cherche à monter, malheureusement d'une très mauvaise manière, un complot judiciaire, comme j'ai dit, mal monté. Regardez maintenant les différentes violations. M. Jean-Marie Kassamba, à un certain moment, parce que nous vivons actuellement dans le monde des réseaux sociaux, on a entendu ici à Kinshasa et partout à travers les pays que M. Matata Ponyo a détourné. M. Matata Ponyo a fait ceci, cela. Oui, il a planté ayant appris le maïs, il a récolté l'université. Effectivement. Ayant appris cela, oui. Là où je vous démontre qu'il n'a pas peur de la justice, et là où je vous démontre la théorie du complot. Ayant appris cela, M. Jean-Marie Kassamba, il vous souviendra que c'est M. Matata Ponyo qui a écrit. C'est M. Matata Ponyo qui a écrit à l'IGF. Il demande à l'IGF, Madame ou Monsieur de l'IGF, veuillez auditer mon parcours tant administratif que politique. En commençant par les BCECO, M. Jean-Marie Kassamba. De BCECO. En passant par le ministère des Finances pour chuter à la primature. Si vous retrouvez que j'ai détourné même un seul rond, en tout cas, dites-le moi. Laissez-moi vous dire, chez nous en droit, M. Jean-Marie Kassamba, c'est vrai, le débat ici, il est d'un niveau très élevé, mais je vais faire un effort de descendre un peu bas pour permettre à tout le monde de nous suivre. Oui. L'infraction de détournement,
c'est une infraction des gens qui ne sont pas intelligents. Quand on dit que M. Matata Ponyo a détourné, c'est cracher sur son expertise, c'est cracher sur son intelligence. Je pouvais comprendre encore qu'on dise de lui voleur. Parce que, écoutez, le voleur, il est tellement intelligent, M. Jean-Marie Kassamba. Quelqu'un qui doit perpétrer le cas de vol ici chez vous, il doit commencer à observer. Il fait l'étude du milieu. Quand est-ce que le travail commence à Télé 50? Ils arrivent à quelle heure? Ils partent à quelle heure? Quand est-ce que je peux opérer? Donc, lui, il a l'intelligence. Mais les détourneurs, c'est quelqu'un auprès de qui on donne les fonds, on donne les biens. Et il va chercher à désorienter ces biens de la destination. Ce que Matata ne peut pas faire. Il ne peut le faire nullement. Nous sommes au niveau du Parlement, M. Jean-Marie Kassamba. Lorsque, comme je vous ai dit, ça fuitait partout, que M. Matata a détourné, il écrit à l'IGF, en tout cas audité. Si vous trouvez que j'ai détourné même un seul euro, en tout cas, dites-le moi. Alors, les procureurs, les tout-puissants procureurs généraux, près la Cour constitutionnelle, ils vont lancer les premiers réquisitoires. C'est-à-dire, il s'adresse au Parlement pour que le Parlement lui donne l'autorisation d'enquêter, d'ouvrir une action judiciaire contre l'ancien Premier ministre Matata Ponyo. Et là, M. Jean-Marie Kassamba, il va s'adresser au président du Sénat et à celui de l'Assemblée nationale pour leur demander de réunir les congrès, afin que les congrès, parce que vous savez, en ce qui concerne les poursuites engagées contre le président de la République et le Premier ministre, c'est les congrès qui en décident. Alors, lorsqu'on a analysé au niveau du Parlement, on a trouvé que M. Matata Ponyo n'était pas concerné dans ça, étant donné qu'il n'est pas Premier ministre en fonction. Et ce réquisitoire a été débouté. Ça a été débouté. Et c'est comme ça, le procureur général, il va faire un deuxième réquisitoire. Bref, dans l'affaire Matata Ponyo, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, a déployé 4 réquisitoires, M. Jean-Marie Kassamba. Dans l'affaire Boukangalonzo, premier réquisitoire, rejeté. Deuxième réquisitoire, rejeté, pour vice de forme ou de procédure. Troisième réquisitoire, le Sénat s'est retrouvé sous pression. Sous pression énorme, pression politique. Le Sénat était obligé, M. Jean-Marie Kassamba, de statuer sur les cas. Et la question a été soumise au vote. Les sénateurs ont voté contre les poursuites à l'égard de l'honorable Matata Ponyo. C'est que la plupart des Congolais ne savent pas. Le Sénat a dit, en tout cas nous avions analysé, examiné ces réquisitoires par rapport aux éléments contenus dans ces documents. Nous ne pouvons pas nullement permettre au procureur général près la Cour constitutionnelle de poursuivre l'honorable Matata Ponyo. L'affaire Boukangalonzo, M. Jean-Marie Kassamba, au niveau du Parlement, plus précisément au niveau du Sénat, a été close. Parce que le Sénat a refusé d'autoriser le procureur général d'ouvrir une action judiciaire contre Matata Ponyo. Curieusement, et contre toute attente, un quatrième réquisitoire, cette fois-là, on va chercher à manigancer, on va monter, on va chercher à gauche et à droite, ce que j'appelle les bricolages judiciaires. On monte une autre affaire des biens aérianisés. Oui. Pour dire non, écoutez, bon, c'est vrai, le Parlement, le Sénat, c'est vrai, vous n'autorisez pas que nous poursuivions M. Matata Ponyo, mais ici, nous avons une nouvelle affaire. Les biens aérianisés, c'est-à-dire, souvenez-vous, à l'époque... On connaît l'affaire. C'est-à-dire, M. Matata Ponyo avait détourné 140 millions de dollars. En principe, qui devait être bénéficié aux propriétaires des biens effectivement aérianisés. Cette fois-là, M. Bahati Lukwebo, le président, le tout-puissant président du Sénat, va s'arranger. Il se réunit avec les membres de son bureau. Ils vont lever les immunités de l'honorable Matata Ponyo en dehors de la plénière. Et c'est dans cette condition que les immunités de l'honorable Matata Ponyo ont été levées. Alors, après que les immunités soient levées, que fait le procureur général près la Cour constitutionnelle?
le procureur général, après la Cour constitutionnelle, il ouvre une action judiciaire contre l'honorable Matata Ponyo. J'ai précisé, M. Jean-Marie Kassamba, au niveau du Parlement, c'était en toute irrégularité, comme je viens de vous le démontrer. On arrive devant le parquet général près la Cour constitutionnelle. Le parquet général invite l'honorable Matata Ponyo pour présenter ses éléments de défense. Mais c'est Jean-Marie Kassamba déjà au Parlement, parce que la procédure disciplinaire obéit, en tout cas aux règles pratiquement standards. Même chez vous, lorsqu'on vous interpelle dans les cadres disciplinaires, on doit vous dire c'est pourquoi on vous reproche. Absolument. Et au besoin, on met les éléments de preuve à votre disposition. Les éléments à charge, en fait, je vais dire. Ce qui n'a pas été le cas au niveau du Parlement. Mais ils ont oublié que M. Matata Ponyo fut Premier ministre, étant organisé à chaque fois, dans chaque dossier, il avait son classeur. Dans chaque dossier, il avait son classeur, ce qui fait qu'il avait tous les éléments avec lui. Quand il arrive devant le procureur général près la Cour constitutionnelle, il va présenter tous les éléments qui attestent que les bénéficiaires de l'argent des biens aérianisés ont été désintéressés à travers les ambassades de M. Jean-Marie Kassamba. Et le tout-puissant procureur général près la Cour constitutionnelle était vraiment en confusion totale. Il était obligé de classer les dossiers sans suite. Il classe les dossiers sans suite. Oui. Là, nous sommes au parquet général maintenant, près la Cour constitutionnelle, parce que nous allons des violations en violation. C'est ça votre question. Oui. J'ai démontré au niveau du Parlement, plus précisément au niveau du Sénat. On classe les dossiers des biens aérianisés sans suite. Mais curieusement, le procureur général, près la Cour constitutionnelle, va se permettre de saisir la Cour constitutionnelle pour l'affaire Bukangalonzo, pour laquelle les immunités de l'honorable Matata Ponyo n'ont pas été levées, M. Jean-Marie Kassamba. Donc il a profité de biens Il profite aérianisés. des biens aérianisés, il fait un raccordement frauduleux, il saisit la Cour constitutionnelle, là une fois de plus, sans pour autant que l'honorable Matata Ponyo ne soit auditionné au niveau du parquet général, près la Cour constitutionnelle, s'agissant du dossier ou de l'affaire Bukangalonzo. La Cour constitutionnelle, M. Jean-Marie Kassamba, a été saisie dans cette situation-là. On n'a jamais auditionné M. Matata Ponyo au niveau du parquet. Je parle sous contrôle des professionnels des droits. Qui nous suivent. Je me dis, bon, écoutez, M. Jean-Marie Kassamba, qu'est-ce que fait le parquet? Le parquet ouvre une enquête. Le parquet doit se rassurer. Je dis, en tout cas, par rapport à l'audition, par rapport aux éléments que j'ai dans mon office, M. Jean-Marie Kassamba est tombé dans mon filet. Je pense, si je poursuis ou j'amène M. Jean-Marie Kassamba devant les juges, par rapport aux éléments de preuve que j'ai, M. Jean-Marie Kassamba ne saura pas s'en sortir. Ce qui n'a pas été le cas pour l'honorable Matata Ponyo. Mais quand même, la Cour constitutionnelle a été saisie. La Cour constitutionnelle est saisie. Dans les dossiers, il n'y a pas une résolution du Parlement qui autorise les poursuites contre l'honorable Matata Ponyo. Dans les dossiers, il n'y a pas la résolution de mise en accusation, parce que M. Jean-Marie Kassamba, la procédure de poursuite contre un Premier ministre, le président de la République et le Premier ministre, est vraiment complexe. Le procureur général, près la Cour constitutionnelle, doit d'abord s'adresser au niveau du Parlement, qui doit se réunir en congrès et doit délibérer en fonction des 2/3 de ses membres, pour autoriser le procureur général, près la Cour constitutionnelle, d'ouvrir une action judiciaire. Quand il l'ouvre, il auditionne le Premier ministre, parce que nous parlons du Premier ministre, Oui. il est convaincu, avec tous les éléments nécessaires, il va encore revenir au niveau du Parlement, avec un rapport détaillé. Pour dire, le Parlement, vous m'avez autorisé d'ouvrir une enquête contre Monsieur le Premier ministre. Après l'ouverture de cette enquête, je suis convaincu qu'il est coupable. Par rapport aux éléments, tel élément. Maintenant, autorisez-moi que je saisisse la Cour constitutionnelle afin de présenter ces derniers par devant son juge qui est la Cour constitutionnelle. Dans les dossiers, par la résolution
d'autorisation des poursuites, On a bien compris. On a bien pas compris. l'autorisation de mise en accusation, Oui. la Cour constitutionnelle a été saisie comme ça. Et Parce c'est que nous et c'est parlons dans ce des moment-là que la Cour violations. constitutionnelle s'est déclarée incompétente. On connaît la suite. Effectivement. Voilà. La Cour constitutionnelle, parce que vous avez parlé des violations, et c'est important. La Cour constitutionnelle, après avoir analysé M. Jean-Marie Kassamba, la Cour constitutionnelle s'est rendue compte, comme j'avais dit au prélude de mon propos, s'était rendue compte, conformément à l'article 163 de la Constitution, qu'elle n'avait pas qualité, qu'elle n'était pas compétente de connaître les poursuites pénales engagées contre un ancien Premier ministre. Du point de vue des droits, les dossiers étaient déjà clos à ce niveau. C'était clos, c'était fini. C'était fini, c'était clos par rapport à la Cour constitutionnelle. Curieusement, M. Jean-Marie Kassamba, parce qu'on doit à tout prix, M. Matata, c'est un homme à battre à tout prix. On doit rebondir. On revient à la Cour, au parquet général après la Cour constitutionnelle. Le parquet général après la Cour constitutionnelle va encore entrer en possession du dossier. Et là, moi, ça casse ma tête en tant que professionnel des droits. Parce que le parquet, lorsqu'il fait ses investigations, son enquête, après avoir terminé ce qu'on appelle l'enquête préliminaire, le parquet est convaincu, il envoie les dossiers devant, parce que nous parlons du parquet général après la Cour constitutionnelle, il envoie les dossiers devant la Cour constitutionnelle par ce qu'on appelle la requête. Il fait la requête aux fins de fixation de date d'audience. Ça veut dire que le parquet s'est dessaisi du dossier. Dès cet instant-là, le parquet n'a plus la même mise sur les dossiers. Mais dans le cadre du dossier Matata Pogno, parce que M. Matata Pogno gêne, M. Matata Pogno, on doit les tuer, M. Matata Pogno, on doit l'égorger comme un mouton à l'abattoir. Ce que nous disons, ça ne passera pas. On va se permettre, on retire les dossiers à la Cour constitutionnelle. De quelle manière, et vous et nous, M. Jean-Marie Kassamba, nous ne savons pas. Le parquet général retire les dossiers à la Cour constitutionnelle et l'oriente devant la Cour de cassation. Encore. L'oriente devant le parquet général, je vais dire, près la Cour de cassation, qui du reste s'était déjà déclaré précédemment incompétent de poursuivre. Pour redemander s'il y a compétence ou pas. Effectivement. On a compris. On envoie les dossiers au parquet général près Et c'est la là où Cour il y a de cassation. la deuxième violation. Le parquet général près la Cour de cassation saisit M. Jean-Marie Kassamba, la Cour de cassation. La nouvelle. Voyez maintenant ce qui va se passer, l'aventure qui va se passer devant la Cour de cassation. Nous sommes devant la Cour de cassation. Les collectifs des avocats de notre président national soulèvent ce qu'on appelle les exceptions. Nous, quand nous prestons, nous pouvons gagner un dossier sur la forme. Et tout comme on peut gagner un dossier dans les fonds. Mais on ne peut pas se précipiter dans les fonds Si la forme du est moment où mauvaise. la forme n'est pas encore connue. On doit vider les questions liées à la forme. Et c'est pourquoi nous disons, nous ne faisons pas de la complaisance. On doit juger M. Matata à tout prix. C'est bien, mais que ce soit sous le respect des lois qui régissent notre État, parce que nous sommes un État de droit. Nous sommes à la Cour de cassation. On soulève des exceptions. Entre autres, l'incompétence. On dit, monsieur Zédan de la Cour de cassation, vous n'êtes pas compétent de connaître les cas ou les poursuites pénales contre un ancien Premier ministre. On a donné autant d'arguments. Voyez ce que la Cour va faire. La Cour de cassation va dire, écoutez, j'ai déduit qu'il y a exception d'inconstitutionnalité. Et là, c'est un moyen farfelu, M. Jean-Marie Kassamba. Il y a exception d'inconstitutionnalité contre une disposition constitutionnelle. Même vous, je pense que vous êtes embarrassé. C'est-à-dire, la Constitution a à son sein ou regorge à son sein certaines dispositions qui lui sont contraires. On dirait dans une pièce de théâtre, M. Jean-Marie Kassamba. La Cour de cassation dit qu'il y a exception d'inconstitutionnalité, alors que l'exception d'inconstitutionnalité, conformément à la Constitution, l'on ne doit soulever cette exception que lorsqu'une loi ou un acte réglementaire est contraire aux dispositions constitutionnelles. Non pas une disposition constitutionnelle qui soit contraire à elle-même la Constitution. Merci beaucoup. On va tuer M. Matata Pogno. Oui. Alors, on doit l'écarter de la course, je vais dire. La Cour de cassation se permet de saisir la Cour constitutionnelle. Et cette fois-ci, Cette fois-ci,
M. se Jean-Marie déclare Kassamba, compétent. cette fois-ci, la Cour de cassation saisit la Cour constitutionnelle, malheureusement pour interprétation. Monsieur, mon ami, les camarades Manix Yena vous a fait une démonstration savante. Oui. En ce sens, lorsque vous lisez l'article 61 de la Constitution, la Cour de cassation n'a pas compétence de saisir la Cour constitutionnelle en interprétation. Mais dans le cas du dossier Matata Pogno, la Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle en interprétation. Donc il y a violation. La Cour de cassation a saisi la Cour constitutionnelle en inconstitutionnalité contre une disposition constitutionnelle. Merci. Nous arrivons, je chute par là, à la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle ayant analysé sa façon dont elle a été saisie par la Cour de cassation, elle a dit du bon droit. Du bon droit, c'est-à-dire, elle analyse et se rend compte effectivement, oui, la Cour de cassation n'a pas compétence, n'a pas qualité de me saisir en interprétation de la Constitution. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle dit? La Cour constitutionnelle va débouter, va rejeter la requête de la Cour de cassation pour défaut de qualité. Mais curieusement et contre toute attente, c'est la dernière violation. Au lieu de se limiter, parce que M. Jean-Marie Kassamba, devant les cours et tribunaux, les cours et tribunaux sont en contrat judiciaire avec les partis qui les saisissent. Ça veut dire, moi, Cour de cassation, je vous saisis, vous, Cour constitutionnelle, en interprétation ou en inconstitutionnalité. La Cour constitutionnelle ne peut pas aller au-delà de la demande. La Cour constitutionnelle, M. Jean-Marie Kassamba, je me répète, ne peut pas aller au-delà de la demande. Dans le cas Matata Pogno, parce qu'il gêne, on doit l'écarter à tout prix. La Cour constitutionnelle, ayant analysé sa compétence, ayant analysé la requête, elle s'est rendue compte que la Cour de cassation n'avait pas qualité et elle a débouté. Mais curieusement, elle va profiter de cette occasion pour interpréter la Constitution. Mais c'est Jean-Marie Kassamba. La Cour constitutionnelle interprète la Constitution sur base d'une requête. Et ça, c'est conformément à la Constitution et à la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle, là c'est très important, M. Jean-Marie Kassamba, la Cour constitutionnelle ne peut pas se réveiller un bon matin et commencer à interpréter la Constitution. Il faut que ça la Cour constitutionnelle doit être saisie par une requête. Et la requête doit répondre, doit obéir aux formes prescrites par la loi. Et doit même indiquer la disposition constitutionnelle, à interpréter. Ce qui n'a pas été posé la question à la Cour constitutionnelle, messieurs et dames, les hauts juges de la sommité constitutionnelle, de la sommité du système judiciaire, je vais dire, voudriez-vous nous démontrer ou nous prouver, nous montrer, nous brandir la requête qui vous a saisi pour interpréter les dispositions de l'article 164 de M. Jean-Marie Kassamba? Et lorsqu'on interprète l'article 164, je chute par là, oui, on fait ce que les camarades Manix a dit, c'est un coup d'état judiciaire. On a violé la Constitution de façon systématique, à tel point que si c'était une femme, même le célèbre docteur Mukwege n'allait pas être en mesure de la réparer, M. Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. On interprète la Constitution, en réalité, on l'a révisée. Alors que la Cour constitutionnelle n'a pas la compétence, n'a pas qualité de réviser la Constitution. On aurait pu comprendre que la Cour constitutionnelle interprète l'article 163 de la Constitution, parce que c'est ça le siège de la matière, c'est ça le siège de sa compétence. Mais elle profita de l'interprétation de l'article 164 et elle s'est dit, je suis compétent de connaître les poursuites pénales contre les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Maintenant, vous avez posé la question de savoir, est-ce que cet arrêt concerne les présidents actuels. Et on termine. Bien entendu, mais c'est Jean-Marie Kassamba. Vous savez, c'est lui qui croyait être malin ou qui croyait être prendre est pris dans son propre piège. Nous avons ici ce qu'on peut qualifier, j'ai dit au prélude de mon propos, d'un arrêt de principe.
Quand bien même, je vous ai démontré qu'il est inconstitutionnel parce qu'il pêche contre l'article 163 de la Constitution. Mais bon, considérons-les comme ça. Nous avons cet arrêt de principe qui donne effectivement pouvoir à la Cour constitutionnelle de connaître les poursuites pénales contre les anciens présidents de la République et les anciens premiers ministres. Mais ici, M. Jean-Marie Kassamba, cet arrêt de principe qui vient combler un vide juridique, on doit se mettre d'accord, vous et nous, et même tous ceux qui nous suivent, y compris les juges de la Cour constitutionnelle, qu'avant cet arrêt, la Cour constitutionnelle n'était pas compétente. Vrai ou faux, M. Jean-Marie Kassamba? Vrai. Cela veut dire, aujourd'hui, si la Cour constitutionnelle doit connaître les cas, les poursuites pénales contre un ancien président de la République et contre un ancien Premier ministre, ça doit être sur base de cet arrêt-là. Bon, puisque l'arrêt est rendu, ça veut dire que cet arrêt ne doit pas concerner les anciens premiers ministres d'avant son existence. Parce et que c'est un raisonnement juridique, effectivement. Parce qu'il n'est pas rétroactif. Effectivement, et c'est un raisonnement juridique très solide. En droit pénal général, c'est-à-dire procédure pénale, droit pénal spécial, droit pénal général, en droit pénal, nous avons les principes qu'on appelle de la non-rétroactivité. Oui. La loi pénale, M. Jean-Marie Kassamba, ne peut pas rétroagir. Mais il y a une exception. La loi pénale doit rétroagir lorsqu'elle est favorable au prévenu. Ça veut dire concrètement, M. Jean-Marie Kassamba, l'arrêt actuel ne concerne pas M. Matata, ne doit pas concerner M. Matata Ponyo pour deux raisons. La première raison, nous avons les premiers arrêts d'incompétence, où la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Nous avons le deuxième arrêt de compétence, où la Cour constitutionnelle se déclare compétente. Arrêt contre arrêt. L'article 168 de la Constitution dit aussitôt rendu, les arrêts de la Cour constitutionnelle sont exécutoires et s'imposent à tous les pouvoirs publics, donc l'affaire Matata à toutes les autorités judiciaires. Quand on dit pouvoir public, la Cour constitutionnelle y compris. Quand on dit autorité judiciaire, la Cour constitutionnelle y compris. Oui. Quand on dit à tout le monde, l'UDPS y compris, l'AFDC y compris, tous les citoyens congolais y compris. Oui. Ça veut dire que cet arrêt est obligatoire à la Cour constitutionnelle. Cet arrêt ne peut faire l'objet d'aucun recours. Première raison qui fait que M. Matata Ponyo ne peut plus répondre devant la Cour constitutionnelle. Deuxième raison, M. Jean-Marie Kassamba. La deuxième raison, c'est la non-rétroactivité. Oui. À supposer que les premiers arrêts n'étaient pas, les deuxièmes arrêts n'étaient pas en contradiction avec les premiers, nous disons que ces deuxièmes arrêts ne peuvent pas rétroagir. Je viens de vous donner de la matière. Donc ça va concerner les prochains anciens premiers ministres. Effectivement. Et en commençant par les présidents de la République actuelle et les premiers ministres actuels. Et c'est ici, M. Jean-Marie Kassamba. Permettez-moi de faire une sorte de parallélisme de deux affaires. Affaire Boukangalonzo contre affaire 100 jours. L'affaire 100 jours, nous avons été tous scandalisés de voir les acquittements de façon en cascade, je vais dire. Une chose est vraie, dans l'affaire 100 jours, M. Jean-Marie Kassamba, on a détourné autant de millions de dollars du peuple congolais. C'est une évidence. Une autre évidence en est que la justice a dit que ceux qui ont été présentés par devers elle n'étaient pas coupables. Et M. Vital Kamerhe ne cessait de le dire lorsqu'il était devant la justice. Il disait, dans cette affaire, je ne suis pour rien. J'ai reçu les instructions de mon chef. Ça veut dire, M. Jean-Marie Kassamba, par un raisonnement logique, lorsque M. Vital Kamerhe est acquitté, ça veut dire qu'on doit chercher les véritables coupables de ces détournements célèbres ou du siècle. Et ça veut dire, avec cet arrêt, après la fin du mandat du prince, le tout-puissant procureur général peut chercher à savoir le sort des millions de dollars du peuple congolais détournés dans l'affaire 100 jours. L'affaire 100 jours qui a été montée, conçue, exécutée par la présidence de la République. L'affaire Boukangalonzo n'a
concernait ni de près ni de loin la primature. L'arrêt ici concerne les présidents de la République actuelle et les premiers ministres actuels et ceux qui viendront après eux. Dans l'affaire Ram, M. Jean-Marie Kassamba. Bon, on va s'arrêter là. On va s'arrêter. M. Jean-Marie Kassamba, je chute pas là. C'est le temps, oui. Merci beaucoup, je chute pas là. Oui. Dans l'affaire Ram, on a suivi les ministres sectoriels. Il dit, je ne suis pour rien dans cette affaire. Le dossier est géré par la présidence. Ça veut dire le tout-puissant procureur général près la Cour constitutionnelle avec ses soubassements, avec cet arsenal juridique qu'il a maintenant de poursuivre les anciens présidents de la République et anciens premiers ministres, il a toute la latitude, il a tous les pouvoirs nécessaires de poursuivre dans l'affaire 100 jours, de poursuivre dans l'affaire RAM. Merci. Et établir des responsabilités parce que le peuple congolais en a besoin. Merci beaucoup. Vous avez compris qu'on avait besoin du temps pour essayer de comprendre violation s'il y a eu violation, effectivement, acharnement s'il y a acharnement. Un dossier qui est à la fois juridique mais aussi politique. C'est à vous, effectivement, de comprendre. Mais je lance ici un appel aux éminents membres de la Cour constitutionnelle. Il faut que vous puissiez nous éclairer sur les deux arrêts. Contradictoire, pas contradictoire. Est-ce que ça va nous édifier? Est-ce que, effectivement, cet arrêt ouvre maintenant ce qu'on appelle boîte à Pandore, qui peut, effectivement, avoir des ramifications, pour ne pas dire des conséquences, pour les dirigeants actuels, qui seront aussi des anciens demain. En attendant, portez-vous bien. À la fois prochaine.